Tous les pays sous-développés qui hier dépendaient de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine? Cette vidéo sur l'histoire du franc CFA est sans aucun doute la vidéo la plus difficile que j'ai pu faire sur cette chaîne. L'histoire du franc CFA, c'est l'histoire de l'une des deux dernières monnaies coloniales à être encore utilisée dans le monde. Depuis 1948, voilà l'équation qui commandait à l'ensemble du commerce entre la France et l'Afrique francophone. Une sorte de cordon ombilical, mais aussi, et c'est unique au monde, une monnaie commune pour 13 pays, anciennes colonies françaises, plus la Guinée équatoriale. Appelé franc des colonies françaises d'Afrique à sa création, il s'appelle désormais à la fois franc de la communauté financière d'Afrique, mais aussi franc de la coopération financière d'Afrique. Pour les uns, notamment les autorités françaises ainsi que la bourgeoisie africaine, la stabilité du franc CFA la rend parfaite pour les pays africains. On a fait le choix de la stabilité, on a fait le choix de la convertibilité. Parce que lorsqu'une monnaie n'est pas stable, on se rend compte que du jour au lendemain, les prix augmentent. Le sac veut dire qui coûtait 10 000, coûtera 30 000 à la fin du mois. Mais cette monnaie est solide, elle est appropriée. Les taux de croissance sont parmi les plus élevés sur le continent africain et même dans le monde. La Côte d'Ivoire est parmi les 10 pays où le taux de croissance est le plus élevé. Donc c'est un non-sens, tout simplement, de la démagogie. Et je ne souhaite même pas continuer ce débat sur le franc CFA. C'est la monnaie des pays africains qui ont librement consenti et accepté de se mettre ensemble. Et pour les autres, notamment les économistes ainsi qu'une jeunesse africaine de plus en plus éclairée sur ce sujet, le franc CFA est le symbole par excellence d'une décolonisation incomplète des pays africains vis-à-vis de la France. L'on nous dit maintenant que voilà, avec le franc CFA, vous avez la stabilité et vous n'avez pas une très grande inflation. Mais qui finance la stabilité? C'est nous-mêmes. C'est les 50% de réserves que nous déposons au Trésor français. Si on descend en deçà du plancher des 20%, on nous dévalue. Il faut que les pays, les 14, restent regroupés et renégocier la monnaie franc CFA pour que cette monnaie réellement devienne une monnaie de ces pays-là. Mais que le Trésor ne nous gère pas. Le Trésor français ne gère pas notre monnaie. Alors du coup, nous nous disons, mais si appartenir au franc CFA ne nous apporte pas un plus par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport au Nigeria, par rapport au Kenya ou à l'Éthiopie, et que ces pays-là d'ailleurs sont réputés des pays plus en avance, et que la France elle-même échange plus avec ces pays qu'avec les pays qui sont dans la zone CFA, on se dit, bon, tout compte fait, est-ce que ce n'est pas un simple instrument politique de géostratégie plutôt qu'un instrument de développement des Africains? De sortir du franc CFA néocolonial, la précision elle est importante parce qu'à la limite, pour moi, le nom importe peu. Qu'on ait une monnaie qui s'appelle le franc CFA, pour moi ça importe peu. Mais que l'essentiel c'est que cette monnaie-là, quelle que soit sa dénomination, même franc CFA, soit une monnaie souveraine, soit une monnaie dont la politique monétaire est définie par et pour les Africains. Mais le franc CFA serait aussi un frein au développement économique de ces pays, car il les condamne à être de simples fournisseurs de matières premières dans l'économie mondiale. Le franc CFA est une monnaie qui nous rend non compétitive. Parce que ce que le gouvernement a fait en termes de choix économiques, c'est d'essayer d'aller vers une substitution des importations par les exportations. Et ce n'est pas une bonne solution de transformation structurelle de l'économie. Pourquoi? Parce que le modèle qui est bon en termes d'exportation, c'est le modèle que les Américains disent: on a produit, on a transformé et on a vendu. Là, il y a de la valeur ajoutée qui est créée. Donc, depuis plus de 3 siècles, les pays du Sud se sont mis à exporter des matières premières et ne se sont pas développés. Donc, un modèle qui maintient cela ne permet pas le développement. Ce qu'il faudrait, c'est que ces matières premières-là puissent être, disons, transformées sur place. Ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des retombées technologiques, ça crée des emplois. Cette monnaie-là, la France annonce que c'est fini et puis vous vous demandez ce que vous devez faire. Mais je vais vous dire ce que vous devez faire. Vous prenez vos CFA là et puis vous déchirez. Prenez tous vos CFA et puis déchirez. Vous l'avez compris, la question du franc CFA passionne et divise. Alors assieds-toi confortablement parce qu'on va parler en profondeur, comme jamais auparavant, de l'histoire connue mais aussi moins connue du franc CFA.
Depuis la nuit des temps, les sociétés africaines ont utilisé des monnaies locales comme les cauris, les pièces d'or, les coquillages, etc. Ces monnaies ont perduré même pendant la traite atlantique, période pendant laquelle les puissances européennes comme la France achetaient des esclaves africains en échange de textiles, d'armes à feu et d'autres outils métalliques. Mais avec le début de la colonisation au 19e siècle, l'objectif principal des Européens change. Il ne s'agit plus d'acheter des esclaves qui iront travailler dans les champs en Amérique, mais plutôt d'accéder aux matières premières africaines pour alimenter les industries européennes. De cet ancien domaine colonial, la France s'apprête à faire un empire. Car une course au territoire vient de s'enclencher avec la Grande-Bretagne. Les deux pays vivent alors une révolution industrielle, du charbon et de l'acier, qui leur donne une puissance financière et militaire sans précédent. Une expansion territoriale leur permettrait de trouver les matières premières, comme les débouchés commerciaux nécessaires à leur industrie en plein développement. La France va alors essayer d'imposer un système monétaire pour contrôler au mieux les circuits de production et d'échange des colonies, et a fortiori mieux s'approprier les matières premières de ces pays. Mais ça, ce n'était pas gagné d'avance, car les monnaies locales étaient très ancrées dans le quotidien des sociétés africaines. Prenons par exemple le cas des cauris, qui était la monnaie de référence dans de puissants réseaux commerciaux africains, notamment en Volta occidental, situé dans l'actuel Burkina Faso, et au Soudan, qui correspond au Mali actuel. Avant la colonisation, ces cauris étaient même cotés en livres tournois, une unité de compte référencée en France à cette époque-là. Par exemple, en 1724, 1000 cauris s'échangeaient contre 960 derniers tournois, subdivision de la livre tournoi. Donc pour faire disparaître ces monnaies africaines, la France va procéder de 4 manières différentes, mais complémentaires. La première manière est d'utiliser la force dans les deux ensembles qu'il avait constitués. L'Afrique occidentale française, l'AOF, créée en 1895, qui regroupait 8 colonies, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, ainsi que le Mali. Et de l'autre côté, l'Afrique équatoriale française, l'AEF, créée en 1910, qui regroupait 4 colonies à cette époque-là, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad. Notez que le Cameroun et le Togo n'étaient pas des colonies françaises à cette époque-là. Par exemple, au Tchad, des militaires français étaient envoyés à la fin du 19e siècle avec pour mission d'organiser de petits marchés et imposer aux vendeurs ainsi que les acheteurs l'utilisation du franc métropolitain. Ah oui, petite précision, quand je parle de métropole, je parle de la France. On sait jamais, ça peut perturber certains. La deuxième manière pour faire disparaître les monnaies locales était tout simplement de les interdire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les autorités françaises avaient banni en 1895 l'utilisation de la manie, un bracelet en bronze utilisé comme moyen d'échange. Puis en 1907, les autorités françaises interdisent au sein de l'AOF l'importation des cauris ainsi que les paiements des impôts coloniaux avec cette monnaie. Il y aura aussi la démonétisation des cauris en 1922. 3 ans plus tard, une modification du code de l'indigénat statue définitivement l'obligation d'utiliser le franc dans les transactions marchandes sous peine de punition. La troisième manière pour faire disparaître les monnaies locales passe par l'impôt. Et oui, l'administration coloniale française exigeait en effet que les nombreuses taxes dont elle accablait les peuples colonisés soient réglées avec le franc colonial. Enfin, la quatrième manière pour faire disparaître les monnaies locales est imposer la monnaie coloniale, passer par les banques. Les banques vont y jouer un rôle capital. En fait, la BAO, la Banque de l'Afrique occidentale, va voir le jour en 1901 et se verra attribuer le privilège d'émettre le franc qui circulera au sein de la partie africaine de l'empire colonial française. Mais cette banque va aussi se mettre exclusivement au service des intérêts métropolitains. C'est-à-dire qu'elle va consacrer l'essentiel de ses ressources aux maisons d'import-export tenues par les Français. Les banques commerciales françaises vont aussi s'installer progressivement sur le continent et vont faire la même chose que la BAO au niveau des attributions de crédit. Par exemple, la Banque nationale pour le commerce et l'industrie s'implante au Sénégal en 1939, suivie par le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Ces banques vont donc toutes s'inscrire dans le schéma de l'économie de traite. Elles privilègent les régions côtières comme le Sénégal, le Dahomey, donc l'actuel Bénin, ainsi que la Côte d'Ivoire. Et ça au détriment des régions à l'intérieur du continent, comme le Soudan français, donc l'actuel Mali, la Haute-Volta, donc l'actuel Burkina Faso, et le Niger. Et ces banques vont financer uniquement les productions destinées à la France. Vous l'avez compris, avec ces 4 règles rigoureusement mises en place par les autorités françaises au sein de leur colonie de l'Afrique subsaharienne, les monnaies locales ont disparu de la circulation, même si cela a pris 50 ans. Donc depuis les années 30, le franc circule désormais comme la monnaie à utiliser dans les échanges économiques au sein des colonies françaises. Et ça facilite les échanges entre colonisateurs et colonisés. Donc il y aura de plus en plus d'exportation des matières premières des colonies vers la métropole. Les sociétés d'import-export vont exporter donc en masse les matières premières dont les industries de la métropole ont besoin. Ces mêmes sociétés d'import-export vont importer des produits finis venant de la métropole vers les colonies, des produits transformés qui valent bien évidemment plus cher que les matières premières qui ont été exportées. Cette situation rend donc l'industrialisation des colonies impossible. Mais encore une fois, ça fait l'affaire de la France métropolitaine. Et la métropole va tout faire, mais absolument tout, pour conserver ce privilège. Et vous allez voir qu'au cours du temps, ce système va être remodelé encore et encore pour que la France ait toujours un accès privilégié aux ressources de ses colonies.
Juste avant la Seconde Guerre mondiale en 1945, il y avait de fortes rivalités entre les grandes puissances occidentales qui prenaient toutes des mesures protectionnistes. La France va alors réorganiser son empire colonial et empêcher les autres pays occidentaux comme la Grande-Bretagne ou l'URSS de bénéficier des ressources des colonies françaises. Les colonisateurs quittent successivement le système de l'étalon or qui fixait la valeur des monnaies des pays par rapport à la quantité d'or possédée par ces pays. La France quitte le système de l'étalon or en 1936 et va copier le modèle de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'elle met en place une zone monétaire organisée autour de sa monnaie. Cette zone monétaire va être baptisée zone franc. La zone regroupait les 8 colonies françaises d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, d'Amérique et des Antilles. En fait, la mise en place de cette zone franc devait permettre à la France métropolitaine d'affronter la Seconde Guerre mondiale sans être énormément impactée économiquement. Cette nouvelle stratégie est la suivante: libre-échange dans l'intérieur de la zone franc, mais protectionnisme en dehors de la zone. Mais cette fois-ci, avec la Seconde Guerre mondiale, c'est tout le contraire qui s'est passé. En fait, la Seconde Guerre mondiale a laissé la France en ruine. Les pénuries étaient fréquentes et la hausse des prix atteignait des proportions exorbitantes. À titre de comparaison, les prix en France ont augmenté de 150% entre 1939 et 1944 contre près de 30% aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le niveau du déficit public et celui de la dette extérieure de la France n'étaient plus soutenables. La guerre, des dizaines de milliers d'usines et d'exploitations agricoles ne sont plus en état de produire. La France a perdu 50% de sa capacité de production. Les installations portuaires sont en ruine. Le réseau ferroviaire est complètement désorganisé. 4900 km de voies ferrées sont inutilisables. Traverser la France, même par la route, devient une véritable expédition, car 9000 ponts ont été dynamités. Résultat, dans les villes, les marchés sont vides et trouver de la nourriture reste l'obsession des familles. Les réserves d'échange, les avoirs en or et en monnaie étrangère ne suffisaient plus pour payer les importations. La parité du franc, c'est-à-dire sa valeur vis-à-vis des autres monnaies, comme le dollar et la livre sterling, n'était plus défendable. Il fallait donc dévaluer. Par contre, la guerre n'avait pas eu le même impact partout dans la zone monétaire. Par exemple, les colonies n'ont pas beaucoup souffert de l'inflation, contrairement à la France métropolitaine. Donc il fallait dévaluer, certes, mais dans des proportions différentes en fonction des aires géographiques. Et écoutez bien, c'est là qu'on va assister à la naissance du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Le 25 décembre 1945, le décret numéro 45-0136, signé par le président du gouvernement provisoire français, le général de Gaulle, par le ministre des Finances René Pleven et par le ministre des colonies Jacques Soutel, statue la naissance du franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA. Le franc CFA, c'est désormais la monnaie de l'AOF et de l'AEF. Elle est créée exactement 7 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale et quelques mois plus tôt avant la création du franc CFA, l'économie mondiale entrait dans une nouvelle ère du point de vue économique et monétaire. En fait, les accords de Bretton Woods signés par 44 pays en 1944 est le symbole par excellence de cette nouvelle ère de l'économie mondiale qui place les États-Unis et son dollar au sommet du monde. Désormais, seul le dollar est convertible en or et a été choisi comme la monnaie à utiliser pour les échanges commerciaux internationaux. En plus, il y a aussi en 1945 la création de nouvelles institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Désormais, toutes les monnaies doivent être inscrites auprès du FMI et doivent désormais avoir une parité fixe ajustable vis-à-vis du dollar. Je parle de ça parce que le franc CFA ne dérogera pas à la règle. Le 26 décembre 1945, Paris déclare la parité du franc CFA aux institutions de Bretton Woods. Un franc CFA est égal à 1,70 francs français et un franc français est égal à 46,9 $ américains. Le franc CFA acquiert de cette manière un statut officiel dans le système monétaire international. Maintenant, en revenant à l'Empire français, vous l'avez compris, c'est fini l'unicité monétaire entre la métropole et ses territoires africains. Et ça, écoutez bien, les autorités françaises vont vanter les mérites du franc CFA qui, d'après ce qu'ils disent, met fin au pacte colonial. À l'époque, le ministre des colonies, Jacques Soutel, déclarait même que cette nouvelle monnaie des colonies répond à des considérations d'équité de la part de la France, montrant sa générosité, son désintéressement, ne voulant pas imposer à ses filles lointaines les conséquences de sa propre pauvreté. Mais vous vous doutez bien que ce n'était pas tout à fait la vraie raison de la création de cette nouvelle monnaie. Parce que d'abord, la parité du franc CFA avait été déterminée sans prise en compte véritable des spécificités des différents blocs. Pire, la France donne au franc CFA une valeur trop forte. Un franc CFA s'échangeait contre 1,70 francs français, ce qui est inadapté vis-à-vis des réalités économiques des pays de l'Afrique occidentale française, comme de l'Afrique équatoriale française. Mais vous vous doutez bien qu'il y a une raison derrière cela, une raison vicieuse d'ailleurs. À l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de 2 anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive
basés sur des critères objectifs, permettent de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Bien évident, Monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car à la suite de vos paroles, il est évident que le franc CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie de l'État français. En fait, écoutez bien, avant la Seconde Guerre mondiale, 85% des exportations de l'Afrique occidentale française et 74% de celles de l'Afrique équatoriale française étaient destinées à la métropole. Mais ces chiffres avaient chuté pour s'établir en 1945 à 56% pour l'Afrique occidentale française et 47% pour l'Afrique équatoriale française. Concernant les importations sur la même période, elles avaient chuté de 64% à 23% pour l'Afrique occidentale française et de 45% à 4% pour l'Afrique équatoriale française. Vous l'avez compris, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France ne bénéficiait plus comme avant des importations et des exportations des colonies africaines. Or, l'économie française, très affaiblie, avait besoin de se relancer rapidement et récupérer des parts de marché. Le franc CFA avait donc été conçu de cette manière pour que la France reprenne le contrôle de ses colonies. Entrons un peu plus en détail. En fait, un franc CFA surévalué était intéressant, très intéressant pour Paris. Puisque sa valeur était plus élevée que celle du franc métropolitain, il permettait de rendre meilleur marché les produits de la métropole. Et ça allait par conséquent inciter les colonies à augmenter leurs importations en provenance de la France. En plus, un franc CFA fort avait pour effet d'augmenter le prix des productions des colonies destinées à l'exportation et donc les rendait plus chères par rapport à celles de leurs concurrents d'Asie ou d'Amérique latine. Donc pour écouler leur production, les colonies allaient de nouveau se tourner vers la métropole. Et de cette façon, la métropole, donc la France, gagnait à la fois à l'import comme à l'export. Et ça, sans toucher à ses avoirs extérieurs en dollars. Donc vous voyez bien que l'argument de générosité clamé haut et fort par les autorités françaises était faux. D'ailleurs, le fait que le franc CFA subisse les dévaluations du franc français entre 1948 et 1986 montre bien que les colonies n'avaient pas du tout la souveraineté de cette monnaie. Par exemple, le 28 janvier 1948, quand le franc français a fait l'objet d'une dévaluation de 44%, le franc CFA s'est ajusté dans les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'elle a été dévaluée aussi à hauteur de 44%. Dévaluation historique du franc CFA, cela n'était pas arrivé depuis 45 ans. Le franc CFA, qui est en cours dans 14 pays d'Afrique, est dévalué de 50%. C'est une première. Une dévaluation qui secoue beaucoup l'Afrique. Parce qu'il fallait arriver à un taux durablement crédible, un taux qui réellement autorise et stimule le retour des capitaux, qui réellement autorise et justifie les investissements extérieurs. Ce taux a été choisi. Nous n'avons pas encore eu d'augmentation de salaire et on augmente toutes les choses à 100%. Et comment nous allons devenir? Vraiment, on essaie où mettre la tête, franchement. Ça ne veut pas de choses de nos autorités, ça vient de loin. 2 jours, nous ne sommes pas livrés. J'ai eu un des fournisseurs ce matin qui a un encours de 5 milliards. Et ces 5 milliards deviennent 10 milliards. Il demande qui va payer la différence s'il bloque les prix. Donc vous avez de sérieux problèmes. Vous êtes inquiète? Oui, nous sommes inquiets parce que moi ce matin il m'a répondu si personne ne nous paye les 5 milliards, on ferme et vous fermez votre officine. Pour la ménagère africaine, la dévaluation c'est avant tout des prix qui doublent sans qu'on en connaisse véritablement la raison. Mais en revanche, on croit en connaître le responsable, c'est la France. Mais bon, on peut tenter de dire qu'après tout c'est normal, non? Ce sont juste des colonies de la France, donc c'est normal que ce soit la France qui décide. Et qu'une fois que ces pays africains deviendront indépendants, alors ce sera à eux-mêmes de décider de leur politique monétaire. Les pays africains vont bel et bien prendre leurs indépendances entre 1956 et 1968, mais vous allez voir que la France va mettre en place des stratégies nouvelles pour que le franc CFA ne disparaisse pas. Pire, pour décider de la politique monétaire des pays africains, des anciennes colonies françaises, et par la même occasion, continuer à avoir un accès privilégié aux ressources des anciennes colonies. Au cours des années 1950, les mouvements anticoloniaux prennent de l'ampleur partout en Afrique, portés notamment par la défaite de la France en Indochine en 1954, mais aussi par la conférence des pays non alignés qui se tient en avril 1955 à Bandung. À partir de ces moments-là, l'indépendance des pays africains était de plus en plus inévitable, et la France le savait très bien. Il fallait donc réadapter le système franc CFA pour toujours bénéficier des importations et les exportations des colonies. Revenu au pouvoir en mai 1958, le général de Gaulle lance l'idée d'une communauté qui allait remplacer l'empire colonial français. Et
Et cette communauté rassemblerait, je cite, la nation française et les territoires colonisés. De Gaulle précise que chaque territoire va devenir un État qui se gouvernera lui-même. Par contre, la politique étrangère, la nation, la monnaie, la politique économique et financière, celle des matières premières, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, les communications lointaines constitueront un domaine commun. En fait, en réalité, l'idée ici est de permettre à la France de garder la mainmise sur tous les secteurs que je viens de lister, car c'est la France qui va présider cette communauté. Donc le 28 septembre 1958, le référendum est organisé. Les citoyens des pays colonisés doivent dire s'ils adhèrent ou non à ce projet en votant par oui ou par non. Le général de Gaulle va d'ailleurs faire une tournée dans plusieurs colonies pour s'assurer qu'ils voteront bien par oui et intégrer la communauté. Résultat, le oui est majoritaire dans tous les pays colonisés sauf en Guinée qui, dans la foulée, proclame son indépendance et va organiser sa sortie du franc CFA. Le régime de la communauté voit donc le jour, l'empire est préservé. À partir de ce moment-là, l'acronyme CFA ne signifie plus colonie française d'Afrique, mais plutôt communauté française d'Afrique. 2 ans plus tard, en 1960, la quasi-totalité des anciennes colonies françaises en Afrique subsaharienne deviennent indépendants. Mais le problème, c'est qu'ils vont signer par la même occasion une longue liste d'accords dits de coopération. Ces accords confient à l'État français la gestion des domaines qui relevaient jusque-là de la communauté, c'est-à-dire la politique étrangère, la défense, le commerce, l'exploitation des matières premières, les produits stratégiques, l'économie, la monnaie, les finances, l'enseignement supérieur et j'en passe. En Afrique équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad, dont l'article 2 stipule. Les États d'Afrique équatoriale confirment leur adhésion à l'union monétaire dont ils sont membres à l'intérieur de la zone franc. Et l'article 16 précise pour sa part que toutes les recettes et les dépenses des États d'Afrique équatoriale sur les pays extérieurs à la zone franc sont exécutées par cession ou achat de devises étrangères sur le marché de change de Paris. En gros, cela signifiait que ces pays étaient obligés de déposer leurs avoirs extérieurs dans un compte spécial du Trésor français et passer par le marché de change de Paris pour réaliser les transactions avec l'étranger. J'ai pris un exemple des pays de l'Afrique équatoriale française, mais c'était la même chose pour les pays de l'Afrique occidentale française, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc ce système va continuer jusqu'au XXIe siècle. Vous voyez donc que depuis la création du franc CFA, et même bien avant sa création, l'objectif de la France était clair. C'était tout sauf aider les pays africains à se développer, comme le prétendaient les autorités françaises à cette époque-là. Mais dites-vous que si nous, à notre niveau, on arrive à comprendre ça, c'est qu'il est certain que les dirigeants à la tête des pays africains à cette époque-là l'avaient aussi compris. D'ailleurs, certains chefs d'État vont quitter, ou du moins vont tenter de quitter ce système CFA, et la France de son côté va tout faire, mais absolument tout, pour contraindre ses dirigeants à rester dans le système CFA. La Guinée, le Mali, le Togo, la Mauritanie vont quitter ou plutôt vont tenter de quitter le système CFA. Mais ils vont tous faire face à des intimidations, des opérations de déstabilisation et même des assassinats ou coups d'État. C'est en Guinée que la France sera confrontée pour la première fois à un acte de résistance. Et la France va y répondre de manière violente, très violente, pour montrer l'exemple aux pays qui seront tentés de le suivre. Tout commence le 25 août 1958. Ce jour-là, le chef de l'État français, le général de Gaulle, atterrit à Conakry. Et rappelez-vous, il est là pour défendre le projet de communauté dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Le général est accueilli par Sékou Touré qui, à cette époque-là, était juste député de l'Assemblée nationale française et vice-président du conseil de gouvernement guinéen. Sékou Touré précise qu'il n'est pas anti-français, mais il n'apprécie tout de même pas le chantage à l'aide au développement que de Gaulle exerce sur lui. Donc prenant de Gaulle à partie devant ses concitoyens, Sékou Touré va tenir un discours sans équivoque. Il dit ceci: « Nous ne renoncerons pas et nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. » Il ajoute cette phrase qui sera sa phrase la plus populaire. « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. » Ces propos blessent le président français qui les reçoit comme une insulte. De Gaulle répond ceci: « On a parlé d'indépendance. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. » Le jour du référendum, le franc CFA était la préoccupation majeure des autorités françaises, persuadées que la Guinée va choisir l'indépendance et craignant qu'elle se serve dans la foulée des réserves monétaires de l'agence de la BCEAO de Conakry. Les autorités françaises ordonnent à l'armée française d'évacuer discrètement cet argent du pays, ce qui est fait par la voie maritime au cours de cette même journée du 28 septembre. Le résultat du référendum est sans appel. Comme l'avait anticipé Paris, la Guinée rejette à 95% l'idée de faire partie de la communauté. Le nouvel État est rapidement reconnu par le Ghana de Kwame Nkrumah, par l'Union soviétique et par l'Égypte. La France, elle, ne va le reconnaître qu'en janvier 1959. Entre-temps, la France va rapatrier tout son personnel, supprimer les aides budgétaires et mettre fin au paiement des pensions des 20 000 anciens combattants guinéens qui avaient combattu pour la France.
Mais la France va aussi essayer d'empêcher, mais sans succès, l'admission de la Guinée au sein de l'Organisation des Nations Unies. Vous l'avez compris, la France voulait éviter à tout prix que d'autres pays soient tentés de suivre l'exemple guinéen. Mais bon, au début, bien que la Guinée se tournait vers de nouveaux partenaires, dont l'Union soviétique, elle restait quand même dans la zone franc. Et pendant plusieurs mois, Guinéens et Français vont tenter de trouver un terrain d'entente sur la question monétaire. Sékou Touré veut créer une monnaie nationale tout en restant dans la zone franc, mais sans avoir à en respecter les règles humiliantes selon lui. En fait, le caractère trop centralisateur de la zone franc gênait particulièrement les autorités guinéennes, comme par exemple l'impossibilité imposée par la France aux pays africains de négocier seuls ces accords commerciaux. Les Guinéens vont étudier plusieurs scénarios, dont celui de rejoindre la zone sterling et celui de s'associer avec le Ghana de Kwame Nkrumah. Côté français, ils sont partagés. Charles de Gaulle ne veut plus entendre parler de la Guinée et encore moins de Sékou Touré. Mais son conseiller Jacques Foccart, l'homme des services secrets, et l'un des principaux artisans de la France-Afrique, mise plutôt sur une chute rapide du dirigeant guinéen. Entre parenthèses, ce monsieur Jacques Foccart était vraiment la terreur des pays africains. Il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo sur lui, donc abonne-toi pour ne pas la rater. Il est impliqué dans tous les coups de la France-Afrique de l'époque. Revenons à notre sujet. Finalement, la France refuse d'assouplir les règles du dispositif CFA. La Guinée crée alors le 1er mars 1960, avec l'aide d'experts étrangers, la Banque de la République de Guinée, la BRG. La Guinée crée par la même occasion sa propre monnaie, le franc guinéen, et quitte la zone franc. Au passage, les autorités guinéennes qui ont secrètement préparé cette opération font ce que les autorités françaises redoutaient en 1958. Elles ont saisi les réserves de l'agence de la BCEAO à Conakry, estimant qu'elles leur appartiennent. Au cours des mois suivants, la France va tout faire pour isoler et déstabiliser la Guinée et rendre Sékou Touré vulnérable et impopulaire. À la manœuvre, Jacques Foccart, encore et toujours lui, mais aussi Pierre Mesmer ainsi que le service de documentation et de contre-espionnage, le SDECE, qui bénéficie de la complicité active des présidents sénégalais et ivoiriens Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny. D'ailleurs, Mamadou Dia, l'ancien premier ministre du Sénégal sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, avoue que des militaires s'entraînaient au Sénégal pour aller renverser Sékou Touré. Je suis en mesure de témoigner pour avoir vécu des faits et pour avoir, à l'époque, accumulé, cherché et accumulé, n'est-ce pas, des preuves que les complots contre la Guinée des années 58, 59, 60 n'étaient pas du tout des complots imaginaires. Il y a eu bel et bien, ici à Dakar même, des camps d'entraînement de contre-révolutionnaires guinéens. Les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, que les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Les Français lancent d'autres opérations armées à l'intérieur de la Guinée pour qu'ils développent un climat d'insécurité et si possible qu'ils renversent Sékou Touré. Le service de documentation et de contre-espionnage met aussi sur pied des attaques économiques. L'une d'entre elles, appelée Opération Persil, est particulièrement vicieuse. Cette opération consiste à fabriquer en France, dans les imprimeries du SDECE, de faux billets de francs guinéens et de les écouler en masse dans le pays. Résultat, l'économie guinéenne s'écroule. Le premier ministre français de l'époque, Georges Pompidou, était fier de cette opération. Et d'ailleurs, il dit ceci à ses ministres qui craignaient de voir les autres pays africains revendiquer à leur tour une monnaie nationale. Laissons se dérouler l'expérience de Sékou Touré. Beaucoup d'Africains commencent à sentir que la politique guinéenne est suicidaire et contraire aux intérêts de toute l'Afrique. Les relations diplomatiques entre la Guinée et la France seront rompues à partir de novembre 1965. Elles ne seront rétablies qu'à partir du 14 juillet 1975, après la mort du général de Gaulle, ainsi que son successeur, Georges Pompidou, ainsi que la mise à l'écart de Jacques Foccart, encore et toujours lui. Bien que l'opération Persil conjuguée aux autres facteurs ait abouti à une forte dépréciation du franc guinéen et à d'importantes hausses des prix de produits de base, la Guinée gardera sa monnaie, qui portera le nom de Cili entre 1972 et 1986. Et elle restera hors de la zone franc, même si son économie sera très fragile. Parlons maintenant de l'expérience malienne du président Modibo Keïta. Le Mali, ancien Soudan français, proclame son indépendance le 20 septembre 1960. Il est désormais un nouvel État socialiste dirigé par Modibo Keïta et ne souhaite pas faire partie à la communauté franco-africaine du général de Gaulle. Il veut une indépendance complète, comme Sékou Touré. D'ailleurs, le 22 septembre 1960, 2 jours après l'indépendance, Modibo Keïta déclare ceci.
La République du Mali est libre de tout engagement et lien politique vis-à-vis de la France. Très vite, les autorités maliennes mettent en place un trésor public, un comité monétaire auprès de l'agence de la BCEAO, mais aussi un bureau d'échange, puis quittent la zone franc en 1962. Le franc malien est créé, mais il connaîtra une existence relativement brève, contrairement au franc guinéen. En fait, dès le lancement du franc malien, les États membres de l'OMOA ont pris des mesures qui limitent les échanges commerciaux avec le Mali. Un peu comme ce qui s'est passé récemment avec le gouvernement d'Assimi Goïta. Comme le Mali est un pays enclavé sans accès à la mer, alors cette sanction va concourir à déprécier la monnaie malienne. Le pays va donc se retrouver rapidement en difficulté. Et dès 1964, la situation n'est plus tenable. Modibo Keïta va revenir vers la France. Et en 1967, le Mali réintègre la zone franc sans adopter le franc CFA, mais le franc malien est dévalué à 50%. En 1968, un coup d'état militaire mené par l'ex-légionnaire français, le lieutenant Moussa Traoré, renverse Modibo Keïta. Modibo Keïta sera détenu dans un camp militaire de Djikoroni et meurt en 1977 à l'âge de 62 ans dans des conditions troubles. Et le franc malien sera finalement supprimé en 1984, date à laquelle le Mali rejoint l'UEMOA et réadopte le franc CFA et voulait créer une monnaie togolaise. En fait, bien avant que le Togo ne devienne pleinement indépendant, Sylvanus Olympio souhaitait redéfinir les liens monétaires avec la France. Tout en disant favorable au maintien du Togo dans la zone franc, Sylvanus Olympio demandait un assouplissement des règles de fonctionnement de cette zone franc. La France refuse de peur de devoir encore une fois accorder les mêmes concessions aux autres pays de la zone. Les autorités françaises proposent à Sylvanus Olympio d'attendre l'indépendance avant de définir un nouveau régime monétaire. À ce moment-là, il aura le choix entre demeurer dans la zone franc, aux mêmes conditions que les autres pays, ou créer une monnaie togolaise autonome en supportant les responsabilités et les risques d'une telle opération. Sylvanus Olympio n'a pas peur et ne recule pas. Une fois l'indépendance proclamée, il devient officiellement le président du Togo en 1961. Sylvanus Olympio développe des relations commerciales avec des États africains non membres de la zone franc. Conseillé par un expert allemand, Sylvanus Olympio fait une nouvelle proposition à la France. Il souhaite que le Togo reste membre de la zone franc, mais qu'il ait la capacité de définir lui-même sa politique du crédit en accord avec la BCEAO. En fait, remarquez que la volonté de Sylvanus Olympio de définir lui-même sa politique du crédit est très stratégique parce qu'il pourra financer le développement de secteurs stratégiques comme l'éducation, l'agriculture, la santé, l'industrie, etc. Le 12 décembre 1962, Sylvanus Olympio promulgue une loi qui statue la création de la Banque centrale du Togo et précise que la monnaie légale du Togo est désormais le franc togolais. Mais malheureusement, le franc togolais ne verra jamais le jour. Le 13 janvier 1963, à 7h15 du matin, Sylvanus Olympio est abattu devant le portail de l'ambassade des États-Unis à Lomé par un groupe d'ex-militaires togolais ayant servi au sein de l'armée française. Ces derniers l'ont extrait de l'enceinte de l'ambassade où il s'était réfugié la veille. Un fidèle allié de la France, Nicolas Gruniski, succède à Sylvanus Olympio le 16 janvier 1963. Lui par contre a très vite fait part de son désir de renforcer les liens entre Lomé et Paris. D'ailleurs, le 8 juillet 1963, 8 accords de coopération sont signés, dont un accord de coopération en matière économique, monétaire et financière qui stipule que le Togo reste dans la zone franc et conserve le franc CFA. Et ce n'est pas fini. En novembre 1963, Nicolas Gruniski ratifie le traité du 12 mai 1962 instituant l'UEMOA et les accords de coopération monétaire entre la République française et les pays membres de cette union. Vous l'avez compris, en 6 mois, le combat de Sylvanus Olympio pour la souveraineté économique et monétaire du Togo a été balayé. Du point de vue français, tout est rentré dans l'ordre. On parle même de normalisation des relations entre Paris et Lomé. 5 ans plus tard, un autre président africain se fait assassiner avec un rêve inabouti d'élévation économique de son pays. Ce président s'opposait aux méthodes des pays occidentaux, les impérialistes comme il les appelait, des impérialistes qui font semblant d'aider les pays africains alors qu'en réalité, ils les appauvrissent davantage. Ce président, c'est Thomas Sankara. Voici d'ailleurs mot pour mot ce que disait Thomas Sankara lorsqu'un journaliste camerounais lui avait demandé ce qu'il pensait du franc CFA. Je dirais que le franc CFA lié au système monétaire français est une arme de la domination française. L'économie française et la bourgeoisie capitaliste marchande française bâtit sa fortune sur le dos de nos peuples par le biais de cette liaison, de ce monopole monétaire. C'est pourquoi le Burkina se bat pour mettre fin à cette situation à travers la lutte de notre peuple pour l'édification d'une économie autosuffisante et indépendante. Cela durera combien de temps encore? Je ne peux le dire. Malheureusement, Thomas Sankara va mourir avant que ce temps n'arrive. Ce temps n'est toujours pas arrivé d'ailleurs. Mais dites-vous que pendant que Sylvanus Olympio, Thomas Sankara et Modibo Keïta mouraient pour l'obtention d'une réelle souveraineté de leur pays, d'autres chefs d'État se servaient de la sensibilité de la question du franc CFA pour des faveurs, disons, peu patriotiques. Par exemple, de la fin des années 1960 au début des années 1970, le chef de l'État de la République centrafricaine, Jean Bédel Bokassa, s'exprime lui aussi à plusieurs reprises sur la question monétaire et dénigre la France. Il déclare que tout État souverain a le droit de battre sa monnaie. En fait, en réalité, Bokassa a instrumentalisé cette question monétaire
en espérant obtenir de Paris des crédits de coopération supplémentaires. Et ça fonctionne parce que le gouvernement français cède. Ils estiment que c'est trop dangereux le rapprochement entre Bokassa et la Libye de Kadhafi, mais aussi du bloc soviétique. Alors tous ces événements sont passés au XXe siècle. Mais qu'en est-il du franc CFA aujourd'hui? Entre les années 1970 jusqu'au début des années 2000, il y a eu peu de mouvements sur les questions de sortie du franc CFA de la part des chefs d'État de l'Afrique subsaharienne. Mais ces dernières années, les questions sur la souveraineté monétaire des pays africains sont revenues à la table. D'un côté, on a les tenants de l'orthodoxie, qui sont entre autres incarnés par l'État français, mais aussi les responsables des banques centrales au sein de la zone franc. Ce camp estime que la monnaie est essentiellement un instrument d'échange qui n'a pas d'effet long terme sur la production, d'où le mandat donné aux banques centrales devrait prioritairement à obtenir un taux d'inflation stable et faible. Ça veut dire que dans le développement des pays, il arrive qu'un pays, parce que nos pays sont dans ce stade de développement, que nos pays aient besoin d'avoir une parité fixe, aient besoin d'avoir une stabilité. Oui, mais lorsqu'il dit que c'est un handicap pour la production locale, que répondez-vous à ça? Non, je ne pense pas que ce soit un handicap. Justement, ça donne plus de visibilité aux opérateurs économiques parce que ça leur permet de prévoir les prix, ça leur permet de savoir qu'il n'y a pas d'inflation et ce qui leur permet de faire les investissements qu'il faut. Cette monnaie nous appartient, c'est notre monnaie à nous. Alors, le rôle de la France ne joue aucun rôle qui peut permettre d'articuler directement le franc CFA. Parce que c'est la monnaie des Africains. C'est les Africains qui l'ont géré, qui l'ont mise en place, qui l'ont géré et qui continuent de le gérer, le franc CFA. De l'autre côté, on a les économistes critiques du système franc CFA, ainsi que la jeunesse africaine de plus en plus éclairée sur ces questions monétaires qui étaient autrefois abordées uniquement par des intellectuels en costume. Selon ce deuxième camp, plusieurs révolutions sont indispensables. Il soutient l'idée qu'il faut aller vers un régime de change qui octroie plus de flexibilité aux pays de la zone franc, qu'il faut avoir des banques centrales d'un nouveau type qui, en plus de la stabilité des prix, prennent en compte la croissance et le développement des pays et articulent en conséquence de manière cohérente leur politique monétaire avec les politiques budgétaires nationales. Et qu'il n'y a pas de préoccupation de croissance économique. La seule préoccupation, c'est la lutte contre l'inflation. Et ce qui fait que notre zone est une zone de faible inflation. Vous voulez dire clairement que les économistes, les ministres de l'économie, les chefs d'État africains de la zone franc ne pensent pas à la croissance économique alors que le monde entier ne parle que de ça? Ah oui, on est resté vraiment dans le dogme des années 80. Cette idée que la politique monétaire ne doit avoir comme seul objectif que la stabilité des prix. C'est-à-dire 2% d'inflation. Exactement. Ce qu'on a du mal, même nous, en ce moment, à atteindre. Dans le système franc CFA, on fait tout pour maintenir la parité fixe franc CFA-euro. À chaque fois que vous venez, un euro sera toujours égal à 657,957 francs CFA. Et donc, pour maintenir cette parité-là, quelque part, on est obligé de restreindre le crédit. Et donc, dans une économie, s'il n'y a pas de crédit, il ne peut pas y avoir de production. Parce que le crédit permet, disons, d'acheter des équipements, disons, de payer les salaires. Et donc, par la suite, de produire des marchandises qui vont être vendues pour obtenir un profit. Et donc, il n'y a pas de crédit dans le système franc CFA. Il y en a très peu. Et donc, je peux vous donner un exemple qui est assez parlant. C'est que vous prenez l'économie bissau-guinéenne en 2016, tout le volume de crédit accordé à cette économie-là était de 63,6 milliards. Donc c'est ridicule. Mais au même moment, la BCEAO... 63,6 milliards de francs CFA. Et donc au même moment, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest octroyait 52 milliards de crédit à ses employés. 2500 employés, 52 milliards. 1,8 million d'habitants, 63 milliards. Donc avec 63 milliards, comment on peut développer une économie? Et donc c'est ça le système franc CFA. C'est pourquoi il n'y a pas de dynamisme productif. C'est des économies, malgré la stabilité du taux de change, malgré la faible inflation, c'est des économies qui sont en zigzag. Ces arguments rencontrent un écho important dans l'opinion publique qui sent bien que sans l'indépendance monétaire, les États de la zone franc restent soumis à la France de multiples manières. Donc on assiste depuis lors à une mobilisation inédite d'associations et de groupements citoyens africains autour du franc CFA. Au Sénégal par exemple, un front anti-franc CFA s'est constitué et a organisé des conférences et manifestations de rue, mettant en avant la nécessité pour les pays africains de la zone franc d'acquérir leur souveraineté monétaire. Ces mouvements sociaux plaident en faveur de la disparition des symboles de la colonisation, des symboles de moins en moins supportables. Ils ne veulent par exemple plus du nom franc CFA et souhaitent que les billets ne soient plus fabriqués en France. De sortir du franc CFA néocolonial, la précision elle est importante parce qu'à la limite, pour moi, le nom importe peu. Qu'on ait une monnaie qui s'appelle le franc CFA, pour moi ça importe peu. Mais que l'essentiel c'est que cette monnaie-là, quelle que soit sa dénomination, même franc CFA, soit une monnaie souveraine.
soit une monnaie dont la politique monétaire est définie par et pour les Africains. Qui ont osé se retirer du franc CFA, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, ils ont pris pour leur coup comme Sékou Touré en Guinée ou Modibo Keïta au Mali et autres. Aujourd'hui, on va oser parce qu'il s'agit de notre destinée. Même si on meurt, il s'agit de la destinée et la jeunesse africaine, si elle est mieux sensibilisée, elle va continuer le combat. Idriss Déby a annoncé, les Tchadiens, au-delà de nos divergences, au-delà de nos convergences, c'est une question qui ne concerne pas un régime politique ou un parti. C'est une question qui concerne notre destinée et votre devenir. Les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle très important dans la mobilisation anti-franc CFA. Ils permettent aux informations et opinions de se répandre à la fois largement et rapidement. Par exemple, les réseaux sociaux avaient abondamment répandu en août 2017 l'action de l'activiste franco-béninois Kémi Séba, fondateur de l'ONG Urgence panafricaniste. Il avait brûlé un billet de 5000 francs CFA au cours d'un rassemblement contre la France-Afrique organisé à Dakar. Cette action spectaculaire, destinée à dénoncer un scandale économico-politique d'ordre colonial, a été très suivie par une partie de la jeunesse africaine. L'impact outre qu'une dynamique de symbolique. Vous savez, au XXIe siècle, normalement, chaque peuple a le droit de posséder sa propre monnaie. Nous avons des forces exogènes, en l'occurrence la Banque de France, qui a le droit de dire si oui ou non elle est d'accord par rapport aux décisions économiques que nous prenons. Cela montre que nous avons une monnaie qui est caduque. Cela montre que nous avons une monnaie qui est une monnaie d'esclavagisme. Cela montre que nous avons une monnaie de soumission. La liberté dans l'incertitude, que l'esclavage dans l'allégresse et l'opulence. Les conséquences de l'action ont été tout autant relayées, car quelques jours plus tard, Kémi Séba a été convoqué en justice. La BCEAO avait porté plainte contre lui pour destruction volontaire de billets de banque et un cours légal. Mais Kémi Séba ne fera pas machine arrière sur le sujet du franc CFA, bien au contraire. Et à côté de lui, d'autres personnalités ont aussi construit des audiences solides sur les réseaux sociaux autour des questions de la France-Afrique. On peut citer par exemple Nathalie Yamb et Franklin Nyamsi. Mais pour que ces débuts de mouvement citoyen débouchent sur de véritables changements du système CFA, il faudrait bien évidemment que la classe politique des différents pays de l'UEMOA, les partis au pouvoir comme les partis d'opposition s'emparent du sujet. Et ça commence à être de plus en plus le cas aujourd'hui, car l'échiquier politique de l'Afrique subsaharienne est désormais composé de plusieurs chefs d'État visiblement décomplexés et qui s'opposent ouvertement au système franc CFA. Je pense notamment à Ibrahima Traoré au Burkina Faso, le gouvernement d'Assimi Goïta au Mali, le général Abdourahmane Tiani au Niger ou encore le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Ces derniers ont conscience et affirment haut et fort l'importance de la maîtrise de la politique monétaire pour les États qui veulent réellement être souverains. On peut élaborer nous-mêmes notre politique en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'agriculture, en matière de ceci et cela, mais que nous sommes incompétents ou immatures pour gérer notre monnaie. Et nous l'acceptons. La monnaie est une question de souveraineté. Nous devons de manière autonome nous approprier notre monnaie, avoir nos propres institutions, la garantir par nous-mêmes et y exclure toute entité qui ne fait pas partie, soit si c'est des monnaies nationales de nos pays ou si c'est des monnaies communautaires de la communauté. Ça, c'est impératif. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. Vous l'avez compris, l'histoire du franc CFA, c'est l'histoire d'une monnaie très controversée depuis sa création en 1945. Malgré la stabilité des prix apportée par sa parité fixe par rapport au franc français puis par rapport à l'euro, il n'est pas moins qu'il incarne un symbole d'une forme de néocolonialisme. Mais l'émergence de plus en plus croissante d'acteurs politiques et économiques africains patriotes, couplés à la démocratisation de l'information grâce à Internet, font que le franc CFA a un avenir plus que incertain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à la faire. Ce livre de Ndongo Samba Sylla et Fanny Piso, L'arme invisible de la France-Afrique, m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre le sujet. Pour cette vidéo, je m'intéresse à la partie histoire, mais il y a aussi beaucoup de choses à comprendre sur la partie technique, de comprendre comment exactement le franc CFA fonctionne, comment le système CFA fonctionne. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui doivent être comprises de tous. Donc si cela vous intéresse, dites-le moi, je pourrais faire une deuxième vidéo sur le sujet. Donc si tu es arrivé jusqu'à là, n'hésite pas, mais vraiment pas, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo si tu l'as aimé. Pour tous ceux qui veulent me donner des idées de vidéos, comme d'habitude, venez sur Instagram et peace. Il appartient à la jeunesse d'apprendre sa propre identité à travers l'histoire, notre véritable histoire. Deuxièmement, et il faudra oser.
reconnaître aujourd'hui que si j'achète une chemise Yves Saint Laurent, si j'achète une montre Lip, si j'achète des godasses Adidas, quel intérêt économique a le Sénégal? Je me réveille le matin, j'écoute RFI, je prends mon café, Nestlé, je prends du sucre, Begensei, je prends de la mayonnaise ou de la moutarde de Toulon. Qu'est-ce que je laisse au Sénégal? Avant d'aller au bureau, je me mets en costume cravate. Ah, que font les petits tailleurs du coin, les stylistes sénégalais?